la laïcité est en crise partout dans le monde et pas seulement en France. Chef-d'œuvre en péril chez nous, bien sûr, mais à recadrer dans le vaste paysage planétaire où vous assistez à une spiritualisation du temporel, ou en tout cas un démantèlement d'États qui étaient laïques lors de leur fondation. Je pense à Israël, je pense à l'Indonésie, je pense à l'Égypte, je pense à beaucoup d'autres pays où on assiste à un véritable démantèlement de la laïcité, même si le mot n'était pas employé. Disons, les insurrections identitaires avec ressourcement religieux plus ou moins fantasmé, plus ou moins inventé, c'est tout de même un fait patent, aussi bien d'ailleurs en Europe que dans ce qu'on appelait le tiers-monde. Deuxième raison, pour aller aux choses mêmes sans se payer de mots, c'est le flou. Et là où il y a flou, il y a des loups, comme vous savez. En sorte que plus on en parle, moins on sait ce dont on parle. La laïcité est devenue, chez beaucoup de nos politiques, une sorte d'incantation, une sorte de dieu totémique, un peu vague, comme ça. On ne sait pas trop ce qu'on dit, mais il faut le dire. Donc, consensus de façade qui cache en fait beaucoup de, comme vous l'avez fait remarquer, beaucoup de défausses ou de contrefaçons. Et pour cause, parce qu'il n'y a pas de définition juridique de la laïcité. Vous l'avez très bien dit, le mot de laïcité n'est pas employé dans ce qui est la loi mère de la laïcité, qui est la séparation. Mais le mot de religion non plus, d'ailleurs. Oui. Vous vous rendez compte, on ne parle que d'une chose. Laïcité et religion, en invoquant la loi de séparation, vous lisez la loi de séparation, vous n'avez aucun de ces deux mots. Tout de même bizarre. Très intelligemment, les législateurs employaient le mot de culte, avec un S, parce que s'ils disaient l'Église, on aurait pensé à l'Église catholique immédiatement. Eux, les cultes, ça embrasse les protestants, pas beaucoup les musulmans. À l'époque, en tout cas, ça pluralise la question, et c'est une définition très matérielle de ce que c'est qu'un culte, c'est-à-dire il faut un regroupement, une association des rites et une entité transcendante. Ça ne dit pas laquelle. Hein. Mais, enfin, c'est même cette définition juridique du culte. Et donc, on a voulu faire ce petit kit de survie pour période troublée, en mettant à disposition de tout le monde, dans des termes simples, un petit code consensuel, ou pouvant le devenir, de conduite dans certaines situations pratiques de la vie sociale et quotidienne. Alors, pour en venir à une... Oui, alors parce que, effectivement, je vous parle du flou, mais je ne vous parle pas des contresens, dont vous avez parlé très bien. Le contresens, c'est confondre la laïcité et la tolérance, qui est une idée d'ancien régime. J'ai vu qu'on faisait de Voltaire une sorte d'usage, comme si c'était la référence. Enfin, tolérer, ça veut dire souffrir. Je souffre que mon inférieur puisse ouvrir un cahier d'état civil. Mais si je souffre, je peux ne pas souffrir. N'est-ce pas ? La tolérance est une idée méprisante. Mirabeau l'a fort bien dit. Je passe évidemment sur la confusion avec une sorte d'athéisme soft, qui n'est absolument pas dans l'intention des promoteurs de la laïcité, qui fait beaucoup de mal néanmoins à l'idée laïque dans le monde, et notamment dans le monde arabo-musulman, car il y a beaucoup d'endroits dans le monde où être sans religion, c'est une insulte. Bon, là, il y a eu une confusion, notamment à propos du voile et des signes religieux ostentatoires dans l'école, qui a été fort mal traduit. Donc, cette laïcité à la française, en plus, il y a une autre difficulté, c'est qu'elle est mise en accusation à l'échelle internationale. Parce qu'il y a un autre modèle, non pas de laïcité, mais de séparation des églises et de l'État, qui est le modèle américain. Et ce modèle est aujourd'hui à l'offensive.
Il est sans doute beaucoup plus facile à comprendre puisqu'il s'accorde avec l'individualisme de masse. Et la France est régulièrement taxée dans les rapports anglo-saxons et aussi dans ceux des Nations Unies. Sur la liberté religieuse, par exemple, la France est taxée de liberticide, de dirigiste, de répressive, et la laïcité est assez mal défendue par les Français eux-mêmes, peut-être parce qu'ils ne savent plus exactement ce que ça veut dire. Bon. Donc, besoin de revenir, je dirais, à une définition minimale, mais pragmatique. Et je reviendrai, puisque vous avez fort bien parlé de la loi de 1946, à une définition qui me semble très bonne, que je vais vous lire, que j'ai noté quelque part, qui est dans les débats préalables dans l'Assemblée nationale constituante de 1946, d'André Philippe. Ah oui. Qu'est-ce qu'il dit ? Le cadre laïque se donne les moyens de faire coexister sur un même territoire des individus qui ne partagent pas les mêmes convictions, au lieu de les juxtaposer en une mosaïque de communautés fermées sur elles-mêmes et mutuellement exclusives. Je trouve que cette phrase, prononcée en 1946, vous pouvez la reprendre aujourd'hui, je pense, elle est d'une extrême laïcité. Et je précise tout de suite, le mot le plus important, c'est cadre. Car la laïcité, vous l'avez dit, cher ami, n'est pas un tableau, c'est un cadre. Vous pouvez mettre dans le cadre ce que vous voulez. La laïcité n'est pas une religion, la laïcité n'est pas une doctrine, la laïcité n'est pas une vérité d'État. La laïcité, je dirais, c'est un modus operandi, si vous voulez, qui est destiné à maintenir la paix civile. La laïcité, c'est le moyen de la concorde civile. C'est-à-dire que on a qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans la vie collective, c'est de créer quelque chose de commun entre des gens qui n'ont pas grand-chose en commun. C'est faire d'un tas un tout. Vous avez un tas d'associations, de gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est de se marcher sur les pieds ou de s'étrangler parfois. La laïcité, telle que nous l'entendons chez nous, c'est une façon d'organiser non pas la tolérance, mais l'égalité de tous en droit. Et c'est vrai que, en ce sens, la laïcité découle de la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire de l'égalité en droit de tous les êtres humains. La laïcité développant, si j'ose dire, cette prémisse philosophique. Alors, dans les confusions, parce qu'il faut tout de même faire place nette, les États-Unis, qui sont en train d'imposer leur vision de la séparation, ils ont eu, avec le premier amendement, voté en 89, je crois, 1789, appliqué en 92, ils ont eu aussi une sorte de séparation des églises et de l'État sous un autre mot. Mais c'est l'inverse de la nôtre. Nous avons fait la loi de séparation pour défendre l'État contre l'emprise religieuse. Les Américains ont fait une loi de séparation pour défendre les églises contre l'emprise de l'État. C'est absolument l'inverse. Et donc, nous avons une loi qui, dans, je dirais, la tradition protestante, qui est une tradition beaucoup plus pluraliste et individualiste que la nôtre, où le mot de secte n'est pas un gros mot, chacun peut faire sa secte. Cette loi dit il n'y aura pas aux États-Unis d'église établie comme en Angleterre. Les épiscopaliens n'étaient pas contents, mais la majorité du peuple de la population était contente. Et nous avons aujourd'hui, on peut dire aux États-Unis, une foi, plusieurs confessions. Et cette foi, elle a beau ne pas être, elle a beau, malgré la Constitution, être apparemment marginalisés, les États-Unis sont une théocratie. Je m'excuse d'employer le mot un peu fort. Je précise. Alors, je ne vais pas vous rappeler que les sessions du Congrès commencent par une prière. Le
président de la République, prête serment sur la Bible. Quand il est libéral, la Bible est fermée, c'est important. In God we trust. La définition des États-Unis, elle est simple. Elle est One Nation under God. Une nation sous Dieu. D'un point de vue philosophique, moi, je trouve ça très fort. Je ne dis pas que c'est ma conception, mais je constate qu'il faut toujours une verticalité, une transcendance pour constituer en ensemble, constituer en tout, je dirais, plus ou moins homogène, un ensemble un peu flou. Mais sur le dollar, je m'excuse, il y a l'être suprême. Hein. Bon, c'est comme ça. Et vous avez vu une chose, tout de même, pour bien noter. Je dis ça parce que beaucoup de gens disent « Ah, mais nous, on n'est pas aussi libéral qu'aux États-Unis. C'est ce que disent tout le monde, là, Sarkozy et d'autres. » Je vous rappelle que vous avez entendu peut-être cette phrase d'un candidat aux élections américaines qui a dit « Un homme qui ne commence pas sa vie à genoux, qui ne commence pas sa journée à genoux, ne peut pas être notre commandant en chef. » Une phrase comme ça, dite par un candidat, c'est même pas la colère, c'est l'éclat de rire. Mais aux États-Unis, tout le monde a dit « Mais voilà un monsieur qui a les idées claires. » Hein? Il n'y a eu aucune censure. Au contraire, il a dit ce que les gens pensaient tout haut. Ça, c'est, disons, le modèle américain qui, malheureusement, a beaucoup de moyens, notamment matériels, via les évangéliques, notamment abondamment financés, qui se répand en Afrique, en Amérique latine et même en Chine. Et puis, il y a un modèle dont on parle souvent en France, qui est aberrant, qui est le contraire du nôtre, c'est le modèle turc. On dit toujours, on parle de la Turquie comme d'un pays qui ressemblerait sous cet égard à la France. Mais c'est incroyable. En Turquie, l'Église est étatisée. C'est-à-dire que c'est l'État qui donne sa loi à l'Église. Si vous voulez, c'est un césaropapisme, hein, comme dans le monde byzantin, mais c'est le César qui est pape. C'est-à-dire c'était Kemal Atatürk. Maintenant, c'est monsieur Erdogan. Et vous avez à Ankara un ministère qui rédige les sermons, les homélies du vendredi et qui les distribue dans toutes les mosquées de Turquie, et c'est la même. C'est la caporalisation de la foi. C'est la militarisation de la foi, d'où vous voyez le rôle que l'armée turque a toujours joué dans cette laïcité qui est vraiment l'inverse de la nôtre, qui est une sorte de tradition napoléonienne hypertrophiée, quoi. Voilà. Alors, le modèle français, je crois qu'il est original. Alors, est-ce qu'il est premier? Ça, c'est une question que j'aimerais poser à M. Scott, parce qu'on n'est pas le premier, même si le mot de laïque est venu tardivement. D'ailleurs, je vous rappelle que le terme de laïcité, la façon dont on a substantivé le simple adjectif, elle est très tardive. Hein. Absolument. Avant 1871, on ne connaît pas le mot de laïcité. Et c'est seulement en 1984 que le terme de laïcité apparaît dans la législation ordinaire, notamment pour l'enseignement agricole. Mais je reviens à l'originalité française. Est-elle la première? Non. Le Mexique a été un État laïque avant nous. Juárez, je prononce à la française, Juárez a décrété la séparation de l'Église et de l'État au Mexique en 1859. Et une fois que les troupes de Napoléon III, qui étaient venues au nom d'une union latine, catholique, etc., ont été refoulées, défaites par les Mexicains, le Mexique s'est instauré, je crois, comme le premier État laïque du monde. D'ailleurs, Georges Clemenceau aimait bien l'Amérique latine parce qu'il y trouvait du répondant, disons, hein, que ce soit au Mexique, en Uruguay, en Argentine ou ailleurs. Alors,
vous avez tout à fait... Alors, si vous voulez, bon, il y a deux... c'est vrai qu'il y a deux visions de la laïcité, on peut en compter plusieurs. Jean Bobéro en a dénombré 7. Mais c'est vrai, vous avez fait allusion à cela, il y a une laïcité identitaire qui reprend un peu le modèle de la catholicité. C'est pourquoi on dit parfois laïque, parce que en 1750, qui n'était pas catholique n'était pas français, n'est-ce pas? Et on pourrait dire aujourd'hui, qui n'est pas un laïc n'est pas français. C'est-à-dire, c'est l'idée, au fond, de faire de la laïcité un moyen de combat, pour le dire, non pas un moyen de concorde, non pas un moyen d'accueil, mais une sorte de rempart et d'affirmation civilisationnelle. Et au fond, c'est un moyen d'altercation. Bon. Et puis, il y a une autre laïcité qui est, je crois, beaucoup plus fidèle à l'origine, c'est celle de la liberté de conscience, la République assure la liberté de conscience, qui, je crois, va dans une certaine ascendance protestante, on peut dire. C'est pourquoi aujourd'hui, d'ailleurs, dans la polémique qu'il y a eu entre Bianco et Valls, ceux qui ont soutenu, tous les protestants de France ont soutenu Bianco. tous les protestants. C'est pas une critique, c'est un constat. Il y avait là une tradition de dissidence, de souplesse, voilà. Maintenant, il y a un point essentiel, c'est que vous l'avez dit, et je suis totalement d'accord avec vous, on ne peut pas penser à laïciser la société. La société, par définition, est un lieu où il n'y a que le fanatisme qui le dispute aux intérêts, c'est-à-dire c'est le lieu, par définition, des appartenances, des particularités, des conflits d'opinion, et il ne s'agit pas d'homogénéiser cela. Il s'agit que cela n'empiète pas dans tout ce qui dépend de l'État. Voilà. Et d'où une difficulté. Moi, je vois aujourd'hui deux difficultés pour un regain de laïcité française. La première, c'est le grignotage de la puissance publique, la dégradation de l'État, car rappelez-vous que partout où il y a non pas sécularisation, qui est un processus social spontané, mais laïcisation, il y a des mesures d'autorité. Quand il n'y a plus d'autorité, c'est la loi du plus fort, ou c'est la loi du plus fou, ou c'est la loi du plus riche. Enfin, c'est ce qu'on appelle la loi de la jungle. Et aujourd'hui, la crise de la puissance publique, l'empiètement croissant du privé sur le public, et notamment donc des associations, des lobbies et des communautés sur, disons, l'organe de la raison, pour parler un peu hegelien, c'est préoccupant parce que il est vrai de dire que la laïcité est un rapport de force. C'est un État qui pacifie la société. Et cela depuis Henri IV. Je ne dis pas que l'édit de Nantes, mais on peut considérer quand même que l'édit de Nantes, c'est une prémisse tout de même. Imparfaite, tout ce qu'on veut, et c'est un acte d'autorité. Tellement d'autorité d'ailleurs que ça va engendrer l'absolutisme monarchique. C'est-à-dire que c'est la raison d'État qui a dominé la raison d'Église. À un moment donné, on s'est dit que la raison d'Église, ça versait beaucoup de sang, que la raison d'État, ça en verserait aussi, mais un peu moins. Bon. Donc on a, je dirais, mis à cueillir les forces centrifuges catholiques et protestantes au nom d'un commun respect de l'État central. Le deuxième, et donc ça, je pense que on pourrait revenir à une situation à l'américaine, parce que aux États-Unis, c'est la société civile qui commande à l'État. Je m'excuse de le schématiser un peu comme ça. Hein, et l'État, d'autant plus que l'État est fédéral, l'État fédéral
n'a pas entièrement autorité sur les États fédérés et les associations religieuses, les dénominations, comme on dit là-bas, ont une grande marge de manœuvre et d'intimidation sur les sénateurs autant que sur la Cour suprême. Bon. Le deuxième point, c'est que la laïcité, ça suppose des hommes instruits et des femmes instruites. C'est pourquoi la question de l'école est tellement cruciale. Pourquoi ? Parce que s'il s'agit de produire quelque chose de commun à tous les membres de la nation française, il faut que dès l'école, on leur enseigne ce qui est commun à tous. C'est-à-dire qu'on leur apprend à distinguer ce qui relève de leur opinion, de leur famille, de leurs origines, et ce qui relève de quoi ? De la vérité, qui est la même pour tous. Aujourd'hui, nous assistons, je dirais, à une dégradation de l'idée de vérité qui n'est plus qu'une opinion parmi d'autres. J'ai un ami qui est professeur des sciences de la vie et de la terre qui me racontait que dans son lycée, où il fait un exposé sommaire en classe de 3e sur le devenir de la formation de la Terre, de la croûte terrestre, etc., il y a deux garçons au fond de la classe qui lèvent la main et qui disent bah, « Monsieur le professeur, ça c'est votre opinion, nous on en a une autre. » Vous dites que, bon, que la vie est apparue il y a 1 milliard d'années. Bon, vous avez le droit, hein. Mais nous, on est allé voir notre imam et il dit que c'est faux. Et c'est vrai que aujourd'hui, alors, la prolifération des opinions, le retour du religieux aussi, hein, avec les batailles contre Darwin, enfin voilà, on a une sorte de nivellement, si vous voulez, nivellement de statut entre les énoncés scientifiques et les énoncés subjectifs. Tout est subjectivé, donc laissé au caprice individuel, ce qui laisse un peu démunie l'autorité du maître, parce que son savoir n'a plus l'autorité qu'il avait avant, puisqu'on a écouté la télé la veille, on a un truc de radio le soir, on a une réunion à la paroisse ou à la mosquée ou au temple, si on était évangélique, où on entend quelque chose d'autre, et tout est mis sur le même plan. Ça, c'est un danger, me semble-t-il, pour la laïcité, qui est tout de même un rationalisme, qui est fondamentalement un rationalisme. Moi, je précise tout de suite que le rationalisme inclut, admet, exige qu'on rende raison de l'irrationnel, c'est-à-dire qu'on développe ce que j'ai appelé une laïcité d'intelligence, et non pas d'incompétence, d'intelligence de la foi, d'intelligence des traditions religieuses. On ne doit pas trouver porte close devant cela, on doit forcer la porte et expliquer comment se construit une révélation, d'où vient le Coran, comment il s'est constitué, bref, à la fois pour maintenir l'intelligence de notre passé, c'est-à-dire de la musique, de la peinture, de l'architecture et de tout ce qui fait tout de même la personnalité d'un peuple, mais aussi pour montrer qu'un laïc qui n'a pas peur de parler de ce dont on n'ose pas parler. Voilà. Alors c'est pas simple, mais je crois que c'est une extension de la laïcité et non une capitulation. Au contraire, c'est l'ignorance qui est une capitulation. C'est dans cet esprit que j'ai produit ce rapport qui est vraiment destiné à, je dirais, à mettre en œuvre le ode sapere, ose savoir du siècle des Lumières, ose savoir qu'est-ce que c'est que le croire. Car il est vrai que la croyance est un élément capital du devenir social et de l'individu, et qu'on ne peut pas le mettre sous le tapis comme une petite saleté qu'il faut se cacher. Non, il faut l'envisager
l'analyser, et ensuite, liberté de conscience, chacun fait comme il veut. Si vous voulez me dire aujourd'hui que tout est fait pour normaliser la France, je vous réponds bien sûr, tant au plan politique, économique qu'idéologique. La France est l'emmerdeuse du monde, vous connaissez cette formule, et notamment de l'Europe. Or, aujourd'hui, il est certain que notre conception de la laïcité est battue en brèche par les institutions européennes, et notamment d'ailleurs par la Cour européenne des droits de l'homme, qui est sous influence anglo-saxonne, peut-on dire. Et donc, c'est elle qui, effectivement, nous a punis pour certaines attitudes envers les sectes et qui, je dirais, voit d'un œil très suspicieux certaines restrictions apportées au prosélytisme ou d'autres choses. Alors, c'est vrai que la laïcité fait partie du bagage, je dirais, républicain, qu'on ne peut pas d'ailleurs démembrer, désosser la République en petits bouts, que c'est un tout, qu'elle soit indivisible, laïque, démocratique et sociale. Le vrai sujet de la laïcité, c'est la République, quoi. Oui. Moi, je ne fais du terme de laïcité, j'en fais pas un substantif de la laïcité. J'en fais simplement un attribut. Oui. C'est l'attribut de la République française. Voilà. Évidemment, si la République est démantelée, si elle devient divisible, antisociale et oligarchique, je crois qu'elle ne restera pas laïque très, très longtemps. Donc c'est vrai, le combat pour la laïcité est un combat républicain. Il a ses modalités, il a ses oppositions internes, vous en avez parlé. Nous, ce qu'on a voulu avec Didier Lesky, qui était l'ancien chef du bureau des cultes au ministère de l'Intérieur et qui était préfet dans le 9-3 chargé des questions sociales, c'est un peu, comme on dit, remettre les montres à l'heure, si vous voulez, c'est-à-dire redéfinir un socle d'attitudes, de réactions qui vont d'ailleurs de la crèche jusqu'au cimetière, où on peut définir à partir à la fois d'une tradition et donc d'une histoire et d'une jurisprudence plus récente, quel peut être un comportement digne de ce mot. Reste beaucoup de problèmes. On a parlé de l'Alsace, on a parlé des départements concordataires tout à l'heure. Là, il y a des difficultés. Là, on peut avoir deux attitudes. Moi, personnellement, je suis pour évidemment un toilettage de la loi, qui est tout de même hérité du concordat napoléonien, que les Allemands ont maintenu, mais qui me semble être devenu tellement partie intégrante de la personnalité régionale, c'est-à-dire un peu de l'identité locale, que ce n'est plus tellement une affaire de culte que de culture, on peut dire à un moment donné. Et je dirais ça certainement pas pour la Guyane, où vraiment le décret de Charles X était un peu bizarre, mais pour Mayotte, par exemple, c'est évident que dans une région islamisée complètement, où c'est le cadi qui fait la loi, introduire la législation française, c'est quelque chose de martien, de surréaliste, quoi. Donc il y a beaucoup de problèmes comme ça. Il y a aussi toutes les habitudes chrétiennes qui font partie des conditions antérieures dont parle Marx. Le fait qu'il y a 4 jours fériés d'origine chrétienne, je crois. Hein. Le fait que les enterrements des présidents de la République ont lieu à Notre-Dame de Paris, ce qui est tout de même très curieux. Qu'est-ce qui se passe si le président était juif, athée ou protestant? Hein, on a même vu des présidents de la République aller communier. Oui. Invraisemblable. Et on a même vu un Premier ministre porter la kippa dans une synagogue. Oui. Invraisemblable. C'est-à-dire que nos dirigeants eux-mêmes ne connaissent plus les codes. Hein. Si Georges Clemenceau ou Jean Jaurès revenaient, ils seraient atterrés. Bon. Donc, il y a un travail de rééducation.
il faudrait enfermer le gouvernement pendant 24 heures et Scott leur donnerait un cours. Il y aurait, voilà, et ils pourraient ressortir avec un petit cahier où ils auraient pris la façon de se tenir, quoi. Hein, bon. Donc il faut, peut-être qu'on peut le réunir ici, je ne sais pas. Certains conseils généraux le demandent, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Pardon ? Attends, pourquoi garder le chanoine de Latran? Garder le chanoine, enfin l'office du chanoine de Latran. Oui, le canonicat de Latran. Bon, c'est du folklore. Et il est possible qu'y renoncer ouvertement créerait plus de difficultés que de le maintenir sur le papier sans aller au Latran, ce que Sarkozy a fait lui. Car la plupart des présidents acceptent cette titulature, ils sont chanoines du Latran à Rome, mais ils ne s'y rendent pas. Sauf peut-être quand ils font un voyage officiel ou d'État en Italie, peut-être passe-t-il 5 minutes là. Mais autre chose est d'y aller comme Sarkozy l'a fait, expressément, et y faire un discours. Non, il est certain que la laïcité est en recul, mais la présence de l'islam dont il faut parler tout de même, ce serait tout de même irréel que de ne pas en parler, parce que d'autres qui ne pensent pas comme nous en parlent. Mais il est évident que c'est une façon pour nous de redéfinir les périmètres de laïcité et de poser un certain nombre de limites, parce que nous sommes face à une religion prosélyte et à une religion qui se prend pour une politique. Alors, c'était pas trop grave quand la politique était une religion, comme elle l'était chez nous jadis, mais quand la religion devient une simple gestion ou une comptabilité, ça crée comme un appel d'air symbolique, si vous voulez, et bien qu'un certain nombre de religions révélées ou instituées, ou même improvisées, peuvent venir combler. Il y a là donc peut-être une façon pour la République de se ressaisir. En général, il est bon d'avoir des ennemis. Ça permet de se définir soi-même.